Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans l'émission, on s'attaque à des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à la progression inquiétante de l'antisémitisme en Ile-de-France. Dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre, une nourrice est jugée pour avoir intoxiqué une famille juive avec des produits ménagers. Elle est algérienne sous OQTF. C'est un fait divers terrifiant qui décrit une situation plus large et un antisémitisme d'atmosphère, d'intimité, une aggravation de la question sur notre territoire. On en parle bien sûr avec nos invités autour de la table dans une minute. En culture, un très beau livre sur ceux qui ont marqué à jamais l'histoire du Paris Saint-Germain. PSG All-Star, les 100 meilleurs joueurs du club parisien. C'est signé Florian Anselme, mais il sera tout à l'heure sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France dans l'entretien culture. En art de vivre, enfin, la saison des marchés de Noël a plus que commencé. Nous, on vous parle du marché de Noël qui est juste en face de Notre-Dame de Paris et des merveilles qu'il recèle. Vous allez voir, ça va beaucoup plaire à vos enfants. L'antisémitisme continue de progresser en Ile-de-France et les conséquences sont particulièrement inquiétantes. Ce fait divers terrible à Nanterre en est une illustration. Une nourrice, je vous le disais, est actuellement jugée pour avoir tenté d'empoisonner une famille juive avec des produits ménagers. Elle l'a affirmé, elle était en colère contre cette famille juive qui a argent et pouvoir et n'a fait que lui apporter des problèmes, des préjugés antisémites effarants dont on continue de parler, bien sûr, avec nos invités autour de la table. Jonathan Arfi, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous êtes le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Vous êtes accompagné en plateau de Sacha Gozlan. Vous êtes avocat au barreau de Paris. J'aimerais évidemment qu'on revienne sur ce que j'appelle un fait divers un peu maladroitement, mais qui décrit une réalité qui le dépasse, cet antisémitisme galopant en Ile-de-France, dont on prend la mesure, c'est vrai, dans notre région, avec une multiplication de faits extrêmement graves. Comment l'accueillez-vous ? D'abord, comme une illustration de plus d'un antisémitisme qui s'est débridé, décomplexé dans notre pays depuis le 7 octobre 2023, depuis les attaques du Hamas en Israël, eh bien, on a vu partout dans le monde un tsunami d'attaques antisémites. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, on aurait pu imaginer qu'après une attaque de cette ampleur, une attaque terroriste de cette ampleur, eh bien, il y ait au contraire un élan d'empathie vis-à-vis du monde juif. C'est l'inverse qui s'est produit, ça a produit un effet de mimétisme, un effet d'entraînement, et partout dans le monde, ça a résonné comme un appel au passage à l'acte contre les juifs. Et les chiffres témoignent d'eux-mêmes. On est passé de à peu près 500 actes antisémites enregistrés au cours de l'année 2022 à plus de 1600 sur l'année 2023, dont l'essentiel concentré sur les 3 derniers mois de l'année après le 7 octobre. C'est quelque chose qui est très frappant. C'est difficile de le décorréler, du coup, on est d'accord. Sur une émission qui parle de l'Île-de-France, précisément. Il y a une statistique qui a été donnée d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, récemment à la convention du CRIF, qui disait que 80% des actes anti-religieux en Île-de-France étaient des actes antisémites. C'est 60% au niveau national, 80% au niveau de l'Île-de-France. Vous nous citez des chiffres qui décrivent cette réalité. J'en ai un autre sur l'agglomération parisienne, tout aussi effarant. 340% de hausse des actes antisémites en 2024 par rapport à 2023. Et vous avez raison, 85% de ces faits antisémites ont été commis depuis le 7 octobre. Vous le constatez dans votre métier d'avocat, il y a une réalité pénale ? Oui, bien sûr, il y a une réalité avec des passages à l'acte qui visent les personnes qui sont de plus en plus courants, qui sont en nette augmentation, et un traitement judiciaire qui est parfois assez inégal sur ces dossiers-là. Pas assez sévère ? Pas assez sévère, et surtout une vraie difficulté à prendre en charge la qualification d'antisémitisme, parce qu'on a en France un des systèmes légaux les plus performants en matière de lutte contre l'antisémitisme, tant mieux, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, et même pour qualifier ces faits-là, mais la difficulté, c'est l'application de la loi. Et très souvent, on est confronté à de vraies méconnaissances, notamment de la part de magistrats du parquet, qui ne retiennent pas la qualification d'antisémitisme, la circonstance aggravante d'antisémitisme qui est pourtant prévue par la loi. Et c'est ce qui s'est passé précisément dans ce dossier de cette nourrice, où pendant toute la durée de l'information judiciaire, elle était mise en examen des chefs de tentative d'empoisonnement, mais sans que la circonstance aggravante d'antisémitisme ne soit retenue ni par le parquet, ni par le magistrat instructeur, jusqu'à la fin de l'information judiciaire. Et donc en fait, on se retrouve avec des magistrats qui sont saisis de faits qui sont graves, qui
sont aggravés par des propos, des actes, des écrits, des objets qui démontrent une volonté de s'en prendre aux Juifs. Qui laisse assez peu de doutes. Qui laisse assez peu de en doutes. tout cas. Et qui pourtant ne sont pas retenus comme tels. Et ça, c'est un vrai sujet institutionnel, un vrai sujet politique. Vous inquiète au niveau de la réponse pénale qu'on est capable d'apporter? Bien sûr, parce que les discours politiques, ils sont creux si derrière Malgré la volonté politique, on n'est pas capable on d'appliquer. n'applique pas la loi. On va revenir sur les faits. On parle donc d'une femme, une nourrice algérienne sous OQTF qui est jugée pour des faits d'empoisonnement sur une famille juive. Est-ce qu'on peut rappeler le contexte? Est-ce qu'elle travaillait pour cette famille, c'est ça? Oui, elle travaillait pour cette famille. Alors, Maître Gozlan pourra vous donner peut-être plus de détails sur l'affaire en tant que Je vous laisse telle. compléter, évidemment. Mais ce qui frappe, évidemment, dans cette affaire, c'est la trahison du lien de confiance. Le lien de confiance qui unit une famille à la nourrice en charge de ses enfants. C'est d'ailleurs une première en Ile-de-France, je le précise. Effectivement, et ça renvoie symboliquement à l'antisémitisme qui a réussi à pénétrer des lieux qui jusque-là étaient préservés. Je pense, depuis le 7 octobre, par exemple à l'école, à la sphère privée, par exemple les entreprises ou le voisinage, qui ont été des lieux beaucoup plus exposés qu'avant à l'antisémitisme, jusqu'à l'intimité même d'un appartement. C'est ce qu'on appelle l'antisémitisme d'intimité. Voilà, c'est l'expression effectivement que Maître Gozlan avait employée, et très juste, qui décrit au fond la manière dont un antisémitisme diffus arrive à pénétrer jusqu'à l'intimité d'une famille, avec ce lien de confiance rompu, cette trahison ultime d'une certaine manière. Et ça a des conséquences pour cette famille qui l'a subi, mais pour beaucoup de Français juifs, au fond, c'est très interpellant parce que ça vient dire qu'il n'y a plus d'espace refuge, de cocon dont on est certain qui ne soit jamais contaminé par l'antisémitisme. Je comprends ce point. On précise d'ailleurs que cette jeune femme qui s'appelle Leïla, si je ne dis pas de bêtises, avait transmis une fausse pièce d'identité, une pièce d'identité belge, puisque sous OQTF et de nationalité algérienne, on imagine qu'elle avait voulu tromper la famille. Est-ce qu'on connaît la raison de son obligation de quitter le territoire français ? En réalité, l'OQTF qui la concerne a été prononcé en cours de procédure. C'est-à-dire que lorsque la famille dépose plainte, effectivement, cette nourrice lui remet une carte d'identité belge et la famille fait toutes les déclarations. C'est-à-dire elle fait les déclarations à page emploi, elle paye des cotisations sociales. Ça paraît vraiment parfaitement absurde. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières questions que nous a posées la famille. Ils nous ont dit, mais on ne comprend pas. En fait, on a fait toutes les déclarations et on réalise en cours de route que finalement, c'était des faux papiers et qu'il y a une procédure de QTF qui est en cours. Parce qu'après le dépôt de plainte, effectivement, les enquêteurs vont s'intéresser évidemment aux faits, mais aussi à la situation administrative de cette personne, constater qu'elle est sur le territoire national de façon illégale et prendre des mesures administratives, notamment la mesure d'OQTF. Donc l'OQTF intervient en février 2024, mais la famille qui embauche cette nourrice, elle l'embauche en septembre 2023, et donc à ce moment-là, elle donne toutes les apparences de la légalité. Très bien, merci de l'avoir précisé. C'est important en effet d'avoir tous les éléments de contexte. Cette famille qui a 3 enfants, c'est la mère de famille qui s'est rendue compte du problème. Un vin qui a un goût de produit ménager, un démaquillant pour les yeux qui brûle. Elle comprend assez vite, on imagine qu'il y avait déjà un climat d'hostilité qui s'était installé dans cette affaire et qui donnait des raisons à cette famille de penser que le problème pouvait venir de cette nourrice. En fait, quand la famille réalise que des produits ont été contaminés, très vite elle comprend que la seule personne en dehors de eux et les enfants qui ont accès à la maison, la seule personne qui est en capacité d'avoir accès à la cuisine, aux produits ménagers, c'est la nourrice. C'est la seule. Et donc très vite, ils vont... Ce que vont confirmer les analyses toxicologiques d'ailleurs. Ils vont déposer plainte, et puis il va y avoir une perquisition au cours de laquelle cette dame tient des propos antisémites en associant les juifs à l'argent et en disant « j'aurais jamais dû travailler pour une juive, ils ont le pouvoir et l'argent ». Propos qui vont être réitérés en présence de son avocat et qu'elle va justifier en disant « ils n'apportent que des problèmes, ils accusent de choses, ils peuvent accuser de tout et n'importe quoi ». Et puis, au fur et à mesure, au cours de l'information judiciaire, on a la confirmation qu'effectivement un certain nombre de produits ont été contaminés. Le vin, le jus de raisin qui sert pour le rituel du kidouche du vendredi soir pendant le repas de Shabbat. Oui, qui est d'ailleurs identifié comme étant un produit qui a une destination religieuse. Absolument, et sur une bouteille de jus de raisin sur laquelle il y a marqué en gros Jérusalem. Pas trop de doute, en effet. Voilà. Mais par ailleurs, en plus, le produit démaquillant de madame, le lait qui a été contaminé également. Donc une véritable volonté de nuire, elle l'affirme, blessée
et non tuer. On y reviendra. Vous avez parlé de ces propos, des propos qu'a tenus cette femme pendant son interpellation. Les Juifs ont l'argent et le pouvoir, ils ne peuvent m'apporter que des problèmes. C'est terrifiant de voir que des préjugés comme ceux-ci, liés à l'argent, liés au pouvoir, persiste dans notre société et pour le coup indépendamment en effet de cette attaque du 7 octobre puisqu'elle ne mentionne pas, si je ne dis pas de bêtises, dans son interpellation et les premières discussions avec les forces de police le 7 octobre, elle parle de préjugés ancestraux et terrifiants. Oui, ce qui est terrifiant, c'est deux choses. C'est d'abord les préjugés en eux-mêmes, qui sont les préjugés historiques les plus classiques sur les Juifs et l'argent, les Juifs et le pouvoir. Et on a beau voir le monde évoluer, il y a malheureusement une permanence de ces préjugés antisémites qui se transforment peu à peu, mais malgré tout qui restent sur les mêmes thématiques. Puis la deuxième chose qui, moi, me terrifie, c'est de voir qu'il n'y a jamais d'antisémitisme sans le déni de l'antisémitisme. Comment dire, elle est pétrie de préjugés antisémites et elle ne se pense pas antisémite. Elle est même convaincue du contraire. Ça peut être sa défense, pardon, mais pour le coup, elle est interpellée. Souvent, alors, consciemment ou inconsciemment, il y a toujours un déni de l'antisémitisme. Et une des difficultés, alors on l'a au niveau individuel, on l'a aussi au niveau collectif, parce que c'est un sujet difficile, complexe à assumer, évidemment l'antisémitisme, mais il est parfois complexe à démasquer et à dénoncer. Et précisément, un des enjeux de ce procès, c'est de démontrer le caractère banalisé de l'antisémitisme dans notre société, en particulier depuis le 7 octobre, et d'accepter qu'il y ait ces circonstances aggravantes qui soient reconnues, parce que c'est une manière de mettre des mots collectifs pour pouvoir apaiser un peu du traumatisme, non seulement de la famille, mais à travers celui de cette famille, de beaucoup de Français juifs qui, au fond, ont peur devant une telle histoire. On va parler de la défense, une défense qui n'est pas évidente au vu des mots qui ont été prononcés et de la réalité de ce qui s'est passé, des expertises toxicologiques notamment qui sont formelles. Son avocate dit que c'est en réalité plutôt un motif de jalousie, elle aurait été envieuse de leur niveau de vie, rapport donc à l'argent et au pouvoir. Ça a un peu de sens ou c'est complètement à exclure du dossier ? Et dans cette audience, on a eu la chance d'avoir le président du CRIF qui a exposé ce qu'était l'antisémitisme en France aujourd'hui, et notamment les préjugés antisémites. Donc qui en a donné une forme de définition ? Voilà, c'était la raison pour laquelle on souhaitait que Yonatan Arfi dépose à cette audience, et le président de l'UEJF, qui a également déposé à l'audience en tant que partie civile, a expliqué que parfois l'antisémitisme sert de béquille et qu'il sert à camoufler d'autres envies. Dans ce dossier, de toute évidence, la jalousie sociale est un moteur. Il y a un litige financier qu'elle identifie. Alors qui est vraiment très résiduel, mais la jalousie sociale ou financière, on l'appelle comme on veut, c'est comme ça que l'appelle la défense, c'est un moteur de l'antisémitisme. Qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme, si ce n'est de projeter sur cette famille qui est somme toute tout à fait normale, des fantasmes de richesse et naturellement, c'est leur employeur, donc cette famille est dans une situation sociale ou financière qui est un peu plus favorable. Mais la réalité, c'est que lorsque la nourrice est interpellée, elle tient des propos antisémites. Personne ne l'a poussée à tenir des propos antisémites. Lorsqu'elle est placée en garde à vue, elle tient des propos antisémites. Personne ne l'a poussée à tenir des propos antisémites. Les enfants, et ça c'est important, les enfants racontent à leur mère après les faits, parce qu'ils avaient peur, qu'ils ont vu la nourrice frapper les mezouzotes, qui sont ces rouleaux de parchemin à l'entrée de la porte de la maison, qu'ils l'ont vu jeter au sol des livres de prière, qu'elle leur a posé un certain nombre de questions très insistantes sur leurs pratiques religieuses, sur la date des fêtes juives, sur le conflit israélo-palestinien. Tous ces éléments-là forment un faisceau d'indices extrêmement clair qui indique que à cette volonté de punir cette famille, comme elle l'a dit, s'adossait un certain nombre de préjugés antisémites qui ont probablement facilité le passage à l'acte violent. Pour ces faits, qu'est-ce qui est aujourd'hui requis contre jusqu'à présent, le ministère public, le procureur de la République, n'avait pas requis la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et avec mon confrère Patrick Lugman, nous avions fait des observations pendant l'information judiciaire pour que cette circonstance aggravante d'antisémitisme soit retenue. Ce qu'avait fait le magistrat instructeur, qui a renvoyé devant le tribunal avec cette circonstance aggravante. Et donc on attendait avec impatience quelle est la position du ministère public. Le ministère public a enfin requis, et de façon extrêmement claire à l'audience, que cette circonstance aggravante d'antisémitisme devait être appliquée. Donc pour répondre à votre question de façon plus courte, le ministère public a requis 3 ans d'emprisonnement avec un maintien en détention, puisqu'elle est en détention depuis février 2024, une interdiction pendant 10 ans du territoire français et un certain nombre de peines complémentaires.
Et si la qualification aggravante d'antisémitisme est prise en compte, la peine sera plus importante ? Alors, la peine est doublée dans ce type d'infraction lorsque la circonstance aggravante d'antisémitisme est retenue. Est-ce que pour vous, Yonatan Arfi, ça serait une désillusion immense de découvrir que cette qualification aggravante d'antisémitisme n'est finalement pas retenue ? Oui, ce serait effectivement extrêmement décevant, extrêmement inquiétant aussi sur la justice. Je rappelle quand même un précédent immédiat, celui du jugement relatif à l'arbre d'Ilan Halimi. Vous savez, cet arbre planté à Épinay-sur-Seine en hommage à Ilan Halimi, ce jeune juif de 20 ans qui avait été assassiné en 2006 par antisémitisme. Il y avait eu la circonstance aggravante d'antisémitisme n'avait pas été retenue. Et je crois que c'est un traumatisme parce que c'est un déni de ce qu'a été le moteur de l'acte, de ce qu'est le moteur de la haine qui, à ce moment-là, a surgi. Donc on a besoin de cette reconnaissance, d'abord pour la famille qui a subi cette injustice et cette agression, voilà. Et puis de l'autre, évidemment, globalement, je crois que dans le cadre républicain, on a besoin que la vérité soit énoncée avec force. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui un antisémitisme qui pousse à l'acte, j'allais dire qui pousse au crime, parce que malheureusement, c'est devenu le moteur de passage à l'acte violent. Dans notre société, en Île-de-France notamment, on voit ces actes antisémites se multiplier. Ils ont des visages différents. On l'a vu aussi à l'université. C'est assez inquiétant de voir comment l'antisémitisme s'installe. Vous aviez dit tout à l'heure, il y avait des lieux un peu refuges. Ça peut être le cocon familial, ça peut être l'école. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en effet, cet antisémitisme d'intimité est partout et qu'il prend des visages tellement différents que ça devient difficile à endiguer. Exactement, vous citiez le cas de l'université, c'est très flagrant pour les étudiants juifs, mais aussi d'ailleurs pour des enseignants, de sentir une forme d'atmosphère très lourde avec une assignation permanente au conflit entre Israël et le Hamas. Comme si des Français juifs vivant ici étaient responsables d'une situation qui se déroule à 3 ou 4 000 kilomètres. Il y a une forme d'essentialisation permanente. Au fond, l'ensemble des juifs sont renvoyés à une seule et même entité. Est-ce que vous déplorez d'être systématiquement associé à ce conflit ? Elle est douloureuse, elle est difficile. On revendique pour chacun des Français juifs le droit ou non de parler de ce sujet, le droit ou non de répondre de ce qui se passe d'une situation dont ils n'ont pas la maîtrise. Ce que vous dites, c'est nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe. Nous n'avons pas à être renvoyés à ce qui se passe là-bas. Nous n'en sommes évidemment pas individuellement responsables. Chacun peut avoir l'analyse qu'il souhaite ou la conviction ou la proximité qu'il souhaite avec ce qui se passe là-bas. Mais le fait de renvoyer collectivement les Français juifs, ça dit quelque chose du rapport aux Juifs. Et puis, la deuxième chose qui est importante, c'est de voir aussi que les visages changent, les rhétoriques changent. Donc on voit beaucoup, depuis le 7 octobre, évidemment, la rhétorique liée au conflit israélo-palestinien. Il ne faut pas oublier les dynamiques liées à la montée de l'islamisme, qui, effectivement, intègre une part d'antisémitisme. Il n'y a pas, malheureusement, de bon islamiste, si j'ose dire, qui ne soit pas aussi antisémite, parce que ça fait partie du cœur de la doctrine islamiste. Et puis on voit un troisième élément qui me paraît important de rappeler, c'est la montée en puissance des discours complotistes. Ce sont des dynamiques qui retrouvent à la faveur des réseaux sociaux une actualité. Tout le monde en est victime. C'est vrai pour le sujet de l'antisémitisme, mais le complotisme s'infiltre dans tous les sujets de société. Est-ce que ce qui se passe à l'université, je pense notamment à des grandes écoles, je pense à Sciences Po Paris, où on a vu des discours absolument abjects être prononcés par des étudiants, par des maîtres de conférences, ça normalise aussi finalement le fait antisémite? Oui, parce que l'université, c'est un lieu de savoir, surtout des lieux d'excellence, pardon. Des lieux d'excellence, des lieux de connaissance, des lieux d'apprentissage, des lieux où on forme l'esprit critique des citoyens. Et naturellement, voir ce type de discours se déployer dans les amphithéâtres, c'est une trahison de ce à quoi doit servir l'université et les grandes écoles. Et puis par ailleurs, puisqu'on parle des universités, mais de manière plus générale dans le débat public, on constate, et ça le CRIF, Yonatan Arfi le constate au quotidien, mais une démultiplication de discours antisémites. Et combien de plaintes ont été déposées? Mais des dizaines, notamment à l'endroit de responsables politiques de LFI. Et à chaque fois, ou en tout cas de façon très régulière, c'est très difficile d'avoir une réponse du parquet sur la qualification de ces faits-là. Et ce qu'on voit dans les universités, avec des gens qui tiennent des propos qui font l'apologie du Hamas, qui font l'apologie du terrorisme, finalement, ce n'est que le réceptacle de ce qu'on a dans le débat public. Et pour lequel la réponse pénale, à nouveau, n'est pas appropriée.
le traitement Ça rejoint judiciaire ce que vous nous expliquiez en début d'interview, finalement. Le traitement judiciaire de ces propos-là qui sont graves, qui minent le socle républicain, qui font l'éloge de groupes terroristes qui sont responsables de la mort de Français, qui sont responsables du kidnapping de Français. Le fait que ces discours-là ne soient pas arrêtés et que la justice n'intervienne pas rapidement et fermement pour y mettre un terme, ça contribue aussi du développement de ce type de discours, notamment dans les universités, et ça vient les légitimer. La solution pénale, c'est quoi ? C'est un exemple donné avec des peines systématiques, peut-être dérogatoires ? On vit dans un état de droit, donc je ne crois pas dans la justice qui serve d'exemple. En revanche, lorsqu'on dépose une plainte en 2023 et que fin 2025, cette plainte-là n'a pas été instruite, qu'il n'y a pas de date d'audience qui est prévue. Ça laisse un sentiment d'impunité, évidemment. En fait, pendant 2 ans, vous avez des gens qui se croient autorisés à tenir des discours qui sont parfaitement inacceptables et qui continuent. Donc c'est ça aussi le traitement judiciaire. Il faut aussi ajouter la question de la haine en ligne. Parce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux se déverser des flots continus de haine antisémite, mais aussi raciste, xénophobe, sexiste, homophobe. On sait que les réseaux sociaux sont particulièrement utilisés puisqu'on est derrière son écran et on a cette capacité à dire des choses encore plus atroces que ce qu'on oserait dire. Bien sûr, parce qu'il y a un sentiment d'impunité derrière son écran, bien évidemment. Il y a par ailleurs une réalité qu'elle fait que c'est le premier lieu de radicalisation aujourd'hui idéologique. Donc on a des gens qui, sur les réseaux sociaux, vont peu à peu vont transformer leur rapport aux Juifs, mais aussi aux autres minorités ethnico-raciales, culturelles. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est dangereux. On a besoin que la question de la haine en ligne soit aussi traitée. Je crois que le cadre judiciaire est malheureusement peu adapté à la haine en ligne, précisément parce qu'il y a les délais de traitement judiciaire qui sont très longs. Et il faut pour ça qu'il y ait une réponse peut-être différente, qui est peut-être des amendes un peu systématiques, automatiques, rapides sur la haine en ligne. C'est ce à quoi je pensais quand je parlais de peines dérogatoires, peut-être plus efficaces, moins lourdes. Un peu comme on l'a fait pour changer les comportements sur la route, où il y a eu plus de sévérité, plus de systématicité de la peine, comme on l'a fait aussi sur par exemple, le téléchargement de films illégalement. C'est des pratiques qui ont évolué parce qu'il y a eu un cadre législatif qui a permis de condamner de manière systématique, quitte à ce que ce soit effectivement des sanctions administratives et pas judiciaires dans un temps. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses, mais c'est un débat qui doit être ouvert parce que si on ne tarit pas le flot de haine en ligne, eh bien, on produira des esprits de plus en plus radicalisés. Et par ailleurs, sur cette question-là de la haine en ligne, on a vu ces dernières semaines se développer une nouvelle forme de haine en ligne avec les intelligences artificielles génératives. Et on voit bien que, par exemple, l'IA de X, qui s'appelle Grok, a contribué à banaliser des discours antisémites, des discours négationnistes. Et à ce titre-là, on fait face à une nouvelle forme d'antisémitisme, mais qui s'exprimera aussi sur le racisme, sur l'homophobie, sur le sexisme, sur le complotisme. Qui va être encore plus difficile à contrôler, on connaît la puissance de l'intelligence artificielle. Mais pour laquelle, en réalité, on a délégué une partie de notre espace public, de notre espace de débat public, à des entreprises étrangères extra-européennes qui n'ont pas la même conception que nous de ce qu'est la liberté d'expression, de ce qui est autorisé, de ce qui ne l'est pas, et qui nous imposent leur conception, en l'occurrence pour X, du premier amendement américain, avec une liberté d'expression qui serait absolue. Et on sait bien en France les dangers que la liberté d'expression absolue pourrait faire peser sur les citoyens, parce qu'il y a des mots qui sont remplis de sang et qui arment intellectuellement ceux qui derrière passent à l'acte. Les conséquences sont là. Les familles juives fuient la région, certains territoires d'Île-de-France, pour leur en préférer d'autres. Parfois aussi pour y préférer un repli communautaire, pour être entre soi et ne plus être inquiété de cet antisémitisme d'intimité dont on parlait. Il y a aussi énormément de juifs qui quittent définitivement la France, par exemple pour Israël. Ça vous inquiète ? Ce qu'on voit, c'est que effectivement, il y a des comportements d'évitement qui se mettent en place pour éviter le poids de l'antisémitisme, le risque de l'antisémitisme. Certaines familles font des choix douloureux, des choix intimes lourds. Par exemple, le fait de déscolariser un enfant de l'école publique pour le mettre dans une école juive. Parfois, le fait de déménager d'un quartier à un autre quand ils peuvent se le permettre. Ça vous inquiète si ça se généralise, ça ? Et ça, effectivement, c'est un mauvais signal pour la République tout entière. Parce que chaque fois qu'un Français, quelle que soit sa confession, quelle que soit son origine, ses convictions, considère qu'il ne peut plus vivre sereinement en France tel qu'il est, alors c'est quelque chose qui faillit pour tous dans la République. Et ça doit être entendu comme un signal
collectif. Les Français qui font le choix de partir en Israël, certains le font pour des raisons positives, spirituelles, culturelles, politiques, enfin leur choix propre. Mais ça ceux n'est pas qui partent questionnable. pour des raisons de Ceux sécurité. qui en arrivent à partir à cause de l'antisémitisme, eh bien, ça doit être entendu comme un signal d'alerte collectif en France. Ça me pose question, ces personnes qui décident de partir pour un pays en guerre, alors qu'ils habitent en France et qui se sentent menacés puisque leur sécurité n'est plus garantie. C'est intéressant parce que quand vous parlez avec eux, quand vous essayez de comprendre les motivations de leur choix, de ceux qui partent en disant qu'ils quittent la France, un pays en paix, à cause de l'antisémitisme pour aller effectivement dans un pays en guerre, ou en tout cas une situation géopolitique très complexe. Compliqué, bien sûr. Ce qu'ils disent, c'est que le défi, c'est pas seulement la menace de l'antisémitisme, c'est le fait de se sentir seul ou pas seul face à cette menace. Et leur regret, parfois, quand ils mettent des mots sur cela, c'est le fait que la société française ne s'empare pas davantage du combat contre l'antisémitisme comme étant aussi son combat au sens large. Alors, évidemment, je ne veux pas être trop sévère parce qu'il y a aussi beaucoup de voix dans la société française qui s'élèvent dans le combat contre l'antisémitisme et il faut leur rendre hommage. Mais on a besoin, effectivement, que chacun comprenne que ça ne menace pas que les Juifs et que ça commence avec les Juifs, mais que ça ne s'arrête jamais aux Juifs. Je vous propose qu'on écoute la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui s'était exprimée sur le sujet le 3 juin 2024. Elle avait rappelé la place particulière de Paris, qui a toujours été, je cite, la ville refuge des Juifs. Je vous propose qu'on l'écoute. Nous sommes au pied du mur. Cette ville, Paris, est une ville qui a vu les premières migrations de Juifs il y a de cela très longtemps, avant même que les Juifs ne soient reconnus comme citoyens par la République française. Ici, dans cette ville, nous avons ont été accueillis et ont fabriqué cette ville, celles et ceux qui ont été chassés des premiers pogroms, celles et ceux qui sont venus avec leur force, leur énergie, leur histoire, leur culture, et tout simplement ce désir de s'enraciner quelque part où on ne les chasserait pas, parce qu'on chassait les Juifs partout en Europe. Est-ce que c'est important pour vous d'entendre des responsables politiques, là en l'occurrence c'est l'actuel maire de Paris, tenir des propos comme cela ? Oui, c'est fondamental parce que ça dit aux Français juifs non seulement qu'ils ne sont pas seuls, mais qu'ils sont chez eux. Et ça paraît être des mots simples, mais c'est des mots puissants parce que quand vous avez sur les réseaux sociaux, dans la rue, mais aussi malheureusement parfois en sortant de la synagogue ou d'une école juive, des gens minoritaires, évidemment des groupuscules, mais qui viennent vous harceler en vous disant que vous n'êtes pas chez vous, c'est important qu'à l'inverse, il y ait des voix fortes qui disent le contraire. Est-ce que vous pensez que ça doit être un sujet de ces municipales à Paris ? Ça doit s'inviter dans les débats ? Ce qui s'invite de toute façon dans le débat, c'est effectivement l'actualité et donc bien sûr la question de l'antisémitisme. J'espère que l'ensemble des candidats comprendront à quel point Paris a un rôle à jouer particulier, d'abord parce qu'il réside la principale communauté juive, non seulement française, mais européenne. Il y a une communauté juive à Paris qui est comparable uniquement en dehors d'Israël aux grandes villes américaines. Donc c'est un sujet qu'on peut ignorer quand on veut devenir maire de Paris. Exactement, ça fait partie de l'ADN et de l'histoire de Paris, réellement. Et puis parce que je crois que Paris a aussi une leçon à donner d'une certaine manière à la France dans le chemin, exactement, dans le combat contre l'antisémitisme. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Yonatan Arfi, merci Sacha Gozlan d'avoir participé à cette discussion sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On passe tout de suite à l'entretien culture. Ça fait partie des beaux livres que vous pourrez glisser sous le sapin de Noël. Un beau livre qui va ravir les fans de notre club parisien, le PSG. Florian Selme s'est prêté au jeu difficile de la sélection et il en ressort les joueurs mythiques qui ont participé à l'écriture de l'histoire du club et qui ont une place toute particulière dans le cœur des supporters. Je l'ai avec moi. Ça s'appelle PSG All-Star. C'est le titre de ce livre qui est aussi un album illustré. On va en parler avec vous. Florian Selme, vous êtes journaliste et auteur. Si je vous dis Paris est magique, vous acquiescez, c'est un peu facile. C'est le chant le plus emblématique des supporters, on peut dire. Donc oui, forcément. Et puis c'est vrai, surtout. Pourquoi c'est vrai ? C'est vrai parce que Paris, on va y revenir, mais qui est une équipe encore très jeune, qui a un peu plus de 50 ans, c'est rien pour un club de foot, a réussi dans son histoire, dans des moments précis, à retourner des situations a priori impossibles à retourner. Et c'est ce qui lui a rendu... ce qui lui a donné cet aspect magique que les supporters reprennent. Et les médias, très souvent, dès qu'il y a un résultat qui va en Paris est magique. Voilà, Paris est magique. Vous avez dû sélectionner 100 joueurs qui auront pour toujours une place dans notre cœur. On dit toujours que choisir, c'est renoncer. Il y a eu des choix difficiles ? Il y a eu des choix Vous en auriez mis combien ?
Alors c'est différent, on peut faire, il y a 2 lectures, c'est-à-dire Oui. qu'on aurait pu en faire que 50 si on décidait de prendre vraiment les plus extraordinaires, les plus fous de l'histoire du club, mais à partir du moment où on en choisit 100, c'est là que ça se complique, parce qu'en fait, on va sélectionner pour un but, pour une passe, pour un moment historique auquel le joueur a participé, et à ce moment-là, il faut choisir, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, j'ai des regrets, il y a des joueurs que j'ai pas mis, ça me titille un petit peu, il y en a d'autres que j'ai mis, ça se discute, voilà. Mais c'est la magie du foot, c'est que c'est de la conversation de comptoir, on échange sur un joueur qui pourrait y être, pas y être, et ça peut durer longtemps. Je vois très bien le type de conversation que ça peut donner. Est-ce qu'il y avait un cahier des charges? Est-ce que vous vous êtes dit, il faut avant tout être un excellent joueur, il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avoir marqué un match par une action extraordinaire, s'être démarqué par un style unique, une capacité à fédérer? C'est quoi le cahier des charges? Alors, le cahier des charges, évidemment, il y avait les joueurs les plus faciles, Ouais. qu'on voit sur la couverture. Eux, c'est les icônes, c'est quoi? Voilà, les icônes, les plus grands buteurs, les plus grands gardiens, eux, c'était facile. Après, le cahier des charges, c'était déjà de ne pas éluder certaines époques, notamment le début du club. Forcément, c'était pas l'ère Qatari, il n'y avait pas autant d'argent, autant de stars. Mais Et pourtant, il y avait des personnalités qui ont marqué l'histoire. Bien sûr, il y a eu des exploits, il y a eu la montée en première division, les premiers trophées, les premières désillusions et ces premiers joueurs que les supporters venaient applaudir et supporter. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il a fallu prendre en considération. Et après, évidemment, le cahier des charges, il était très simple, c'est-à-dire que la légende, c'est pas forcément un joueur qui a mis 200 buts, c'est quelqu'un qui a écrit la grande histoire du PSG. Et c'est ce qui est raconté tout au long du livre. C'est aussi une plongée dans l'histoire de ce club qui est devenu mythique depuis 1970 et sa création. Est-ce que c'est un club qu'on imaginait devenir ce qu'il est, indépendamment de l'hégémonie financière que ça représente aujourd'hui? Est-ce qu'au début, on sentait que ça pouvait être une très belle histoire et une très grande histoire? Alors en tout cas, c'était souhaité parce que le Paris Saint-Germain est arrivé à une époque où il n'y avait pas de grand club à Paris. C'était la seule capitale qui était dans cette situation. Donc c'était assez délirant. Le Parc des Princes, c'est un peu technique, mais a plus ou moins été construit pour le Paris Saint-Germain. Donc oui, on espérait, d'autant plus qu'il a été créé sur un peu le même fonctionnement qu'en Espagne, sur une base de sociaux, c'est-à-dire qui participent au capital du club et avec des personnalités à les clubs comme Henri Salvador, Belmondo, Enrico Macias, qui ont participé, pour certains même financièrement, à la création du club. Donc il y avait cette volonté. Mais non, on n'imaginait pas forcément que ça aille si vite, si loin, parce qu'il ne suffit pas juste de mettre de l'argent. Il y a d'autres grands clubs, même à Paris, comme le Matra Racing, qui ont essayé de construire un club juste avec des billets. Ça ne marche pas. Il faut une âme, il faut des supporters, il faut un stade, il faut beaucoup de choses. Que la mayonnaise prenne. Voilà, que le PSG a réussi à faire en 55 ans cette année, ce qui est rien à l'échelle du football mondial. Voilà. Vous débutez ce palmarès et je trouve ça très sympa par les gardiens. Est-ce que c'est une manière de les mettre, pour une fois, en tout cas c'est mon sentiment, sur le devant de la scène, de les stariser, de leur dire non mais attendez, on oublie trop souvent les gardiens et ils ont un rôle essentiel? Alors oui, en partie. Déjà, la première chose, c'est que ce livre, il se lit des gardiens aux attaquants, c'est-à-dire des postes les plus bas, juste à ceux qui sont le plus haut sur la pelouse. Donc il y a d'abord les défenseurs, les latéraux, et ainsi de suite. Et les gardiens, évidemment, parce que c'est un poste clé et que sans grand gardien, le PSG n'a jamais vraiment réussi à avoir de belles générations. Le dernier, l'an passé, avec cette victoire en Ligue des Champions, c'était Donnarumma. Il y a eu Bernard Lama dans les années 90, capitaine emblématique et joueur de l'équipe de France d'un PSG qui gagne. Et bien avant, il y a eu Joël Batz. Il y en a eu d'autres qu'on cite dans le livre, mais des très grands gardiens, il n'y en a pas eu tant que ça. Pourtant, ils arrivaient parfois, comme Landreau, comme Coupet, avec des étiquettes d'anciens ou même d'actuels gardiens de l'équipe de France. Et bien malgré tout, ils se sont aperçus qu'à Paris, c'était très difficile. Donc on explique tout ça dans le livre. Il y a aussi, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on raconte à travers l'histoire de chaque joueur, et donc les gardiens, l'histoire aussi du PSG en fonction de chaque époque. Et pour c'est ça, ce qui est il faut chouette. avoir quand même une sacrée base footballistique. Alors, où oui. justement, c'est l'occasion de découvrir aussi ce club et de se plonger un petit peu plus dans les arcanes et de l'histoire du club et un peu plus technique. Oui, non, mais vous avez raison, un peu des deux. En fait, c'est-à-dire quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, il va ouvrir le livre et il va plonger dans une aventure incroyable qui a démarré en 1970 et qui continue aujourd'hui avec ses époques un peu sans le sou, entre guillemets, et puis l'époque flamboyante portée par le Qatar aujourd'hui. Et donc, oui, forcément, c'est quelque chose qu'on a pris en compte. Maintenant, le Paris Saint-Germain, c'est le plus important à comprendre, c'est que c'est une équipe qui a eu à chaque fois des joueurs qui ont écrit son histoire de façon très particulière à chaque fois. On voit Cavani là à l'écran, l'Uruguayen qui a été pendant longtemps le meilleur buteur du club, qui a été une emblème mais qui a été remplacée par une autre et précédée par une autre. Et c'est ce qui est beau dans ce club, c'est ce que ce club a réussi à faire. Et c'est pas
entre les pieds, entre les mains de tous les clubs européens. Il continue à écrire Bien son sûr. histoire avec des têtes d'affiche, avec des compositions incroyables, avec des titans Oui, du sport. Et quand il y a des équipes très chargées, avec plusieurs stars, on s'en souvient, il y a encore peu de temps au Paris Saint-Germain, c'était pas évident à manager, et pour autant, c'était aussi un moment d'histoire du club. Bien sûr. En fait, le club a vécu des périodes parfois très difficiles. Il a failli être relégué plusieurs fois. Il a failli disparaître, même d'un point de vue purement juridique, à ses débuts. Peu de gens savent, par exemple, je vous donnais une anecdote, que ce club au départ était 2 clubs en un. C'est-à-dire aujourd'hui, on a le PFC, le Paris Football Club en Ligue 1. Et à l'époque, le PFC et le PSG ne faisaient qu'un. Et pour des questions juridiques un peu techniques qui seraient longues d'aborder aujourd'hui, ils se sont switchés, ils se sont scindés. Et aujourd'hui, c'est 2 clubs qui vivent leur vie. Donc il y a plein d'histoires cachées au sein du PSG que ces stars racontent en fait. Et on peut parler de Zlatan, on peut parler de Kimpembe, un titi du club, de Sergio Ramos qui a tout gagné avec l'Espagne qui est venu, et le Real qui est venu ensuite à Paris, mais aussi de Jean Djorkaeff, de Mustapha Daleb, de Safet Suzic, de tous ces joueurs qui, à chaque étape, ont écrit l'histoire du club et qui est une histoire que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à raconter. Et beaucoup de temps, j'imagine, parce que c'est extrêmement complet, c'est extrêmement riche, c'est très bien documenté. Il y a aussi, je trouve, beaucoup d'humeur, parce qu'on comprend aussi la personnalité de certains de ces joueurs. On se dit, lui, c'était le type sympa, lui, c'était le mec qui était fédérateur, lui, c'est la grande gueule, et puis finalement, il a été un super capitaine. C'est génial aussi d'être dans l'émotion et dans l'affect. Bien sûr, et c'est ce qu'on a essayé avec le dessinateur qui a illustré le livre de raconter, c'est-à-dire que tous ces joueurs-là ont aussi une histoire intime avec la ville, avec les supporters. Vous parlez de Maxwell, on peut aussi parler de Sylvain Armand qui organisait des barbecues chez lui. On peut aussi parler changé, ça. Hein. Ça a changé, mais encore aujourd'hui, il paraît que David Beckham allait à des barbecues, il se faisait pas prier, était l'un des plus sympas malgré son statut de star. Ça m'étonne pas. Même Zlatan, sous ses airs un peu sombres, un peu difficiles, un peu gladiateur. C'était un vrai bon gars. C'était un mec sympa, c'était un bon pote, c'était quelqu'un qui pouvait même aider l'un de ses camarades, l'un de ses collègues s'il y avait besoin. Donc ces joueurs-là ont à leur façon aussi cette intimité avec le supporter parce qu'on les connaît aussi un petit peu. C'est ce qui fait que l'histoire est belle aussi parfois. Est-ce que c'est le rêve pour tous les joueurs de foot d'un jour jouer au Paris Saint-Germain ? Alors, si vous demandez aux Marseillais, ils vous diront non. Non, allez, à l'international. Non, aujourd'hui, oui. C'est-à-dire qu'on parle d'un club qui a gagné la Ligue des Champions en mai dernier, qui est devenu aujourd'hui à l'échelle mondiale l'un des plus grands. C'est la plus belle ville du monde, donc c'est aussi ça qu'on vient quand on vient Vous êtes chauvin. Embrasser. Mais non, mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire, en tout cas, alors l'une des plus belles, si vous préférez. Mais disons que signé à Paris, beaucoup de joueurs, d'ailleurs, dans le temps, venaient rien que pour la ville. Hein. C'est arrivé. On peut même parler de Marco Simone, un Italien dans les années 90. C'est le seul qui a exigé d'être logé dans le Triangle d'Or à Paris parce qu'il venait pour ça. En fait, il voulait habiter là. Il se trouve qu'il a fait. On en parle dans le livre. Il a été très bon, mais il y avait aussi cet aspect-là. Et il était motivé par des. Il était motivé par la ville, parce que je vous racontais, par tout l'écosystème qui a d'ailleurs beaucoup porté préjudice au club. On le raconte un peu, il y a eu des époques où les joueurs sortaient beaucoup avec toutes les tentations. C'est un peu trop la fête. Voilà, Paris, c'est la ville des tentations. C'est la ville des tentations, de la fête, et souvent, beaucoup arrivaient, et puis une fois qu'ils étaient là, leur statut de star et leurs statistiques assez incroyables, comme par hasard, elles s'effritaient un petit peu une fois qu'elles étaient ici, parce qu'il n'y avait pas aussi l'encadrement qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un club qui a un standing, à tout point de vue, absolument exceptionnel. Je vous torture un peu, mais si vous deviez choisir un gardien qui a marqué pour vous l'histoire du PSG ? Franchement, sans hésitation, Bernard Lama, parce que Bernard Lama, c'est les années 90. Les années 90, c'est l'époque Canal. C'est la première très grande époque du PSG, avec 5 demi-finales de Ligue des Champions de suite, portée par Bernard Lama. Une victoire en Coupe des Coupes, qui était une Coupe d'Europe qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était très prestigieuse. Et en plus, c'était le gardien titulaire en équipe de France, ce qui n'a pas toujours été le cas au Paris Saint-Germain, que le gardien soit français ou autre, il n'était pas forcément titulaire en sélection. Donc Bernard Lama, c'était le gardien des Bleus, le gardien du PSG. Il avait un choix de surnom. Le chat, vous me posez une colle, mais je crois que c'est ça. C'est ça, et avec sa détente exceptionnelle, quasi féline, que vous décrivez si bien. Exactement. Et un petit chignon. Et un petit chignon, voilà, que je ne pourrais pas arborer, mais qui lui allait bien. Et puis il avait la particularité de mettre des pantalons. On ne voit plus de gardien aujourd'hui avec des pantalons. Puis il était sympa. Vous faites même un peu de style. Mais bien sûr, ça fait partie du jeu. Puis il venait de Guyane, voilà, c'était aussi une France d'ailleurs qui venait au Parc des Princes. La richesse du Paris Saint-Germain. La richesse du PSG, voilà, et ça c'était. Puis c'était un type sympa. Ça c'est important. Et il était en termes de qualité intrinsèque, je pense,
l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, qui est gardé les buts du Paris Saint-Germain. Vous avez parlé tout à l'heure des dessins magnifiques de Adrien Pompuy, dans cet esprit moderne qui reprend les codes de la pop culture. Ça apporte évidemment un aspect très dynamique parce qu'on voit ces joueurs en mouvement, dans l'action, donc ça nous replonge encore une fois dans un moment de l'histoire du club. Et puis on voit aussi ces maillots qui sont témoins de l'évolution de ce club parisien. Il y en a qui sont... lié toujours à votre émotion, à un moment particulier de cette histoire? C'est ce que j'allais vous dire. Et je me rends compte avec les lecteurs aujourd'hui et les gens dans mon entourage qui ouvrent ce livre, en fait, chaque maillot leur rappelle un souvenir. Pas forcément un bon d'ailleurs. Des fois, ça peut être une remontada ou un truc comme ça. Donc, mais c'est vrai que chaque maillot, les gens se demandent souvent, mais pourquoi les clubs, ils changent chaque année de maillot? Et puis en plus, ils ont 2 jeux de maillots. 3, il y a un pour l'extérieur, un pour les matchs de gala. On y comprend pour le marketing? Alors oui, c'est pour le marketing, c'est vrai, mais je trouve que, c'est qu'il y a un côté 2 en 1, c'est qu'il y a aussi une année ancrée dans les... à une équipe, on s'identifie à un match, une année, un joueur. Et c'est vrai que quand on feuillette le livre et qu'on voit avec les sponsors qu'on ne va pas citer, mais qui étaient emblématiques aussi de chaque époque, ça dit aussi quelque chose de ce PSG-là qui était à chaque fois dans une époque très particulière et qui performe ou pas. Il a vécu des choses qu'on découvre dans le livre, des aventures européennes, des aventures nationales, des déboires aussi avec des joueurs qui ont trahi, d'autres qui se... Bref, tout ça, c'est une histoire assez incroyable. C'est presque un livre d'or du PSG qui serait venu signer les uns après les autres, en fait. Et c'est ce qu'on met avec Adrien, l'illustrateur, en scène, entre autres avec ses maillots. Voilà. Moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y en a qui marquent évidemment l'histoire du club par leur qualité sportive, footballistique. Ils sont nombreux, ils ont tous des qualités sportives hors du commun. Et puis, il y en a avec qui on aimerait être potes. Et moi, je trouve que c'est hyper sympa de se dire « Non, mais lui, j'aurais pu être pote avec lui. » Vous parliez de Maxwell tout à l'heure. C'est vrai, avec ce sourire communicatif, ce type qui a l'air franchement sympa et qui crée aussi cette alchimie. Vous avez parlé plusieurs fois des supporters. C'est vrai que ce qui explique aussi la réussite de ce club, c'est ces supporters qui sont hyper nombreux derrière les joueurs et qui restent malgré les années. Oui, alors il y a eu du mouvement dans les COP parisiens. Il y avait Auteuil, il y avait Boulogne. Aujourd'hui, c'est un peu plus resserré. C'est réorganisé, oui. Voilà, mais il y a toujours, même si c'est devenu un peu un stade VIP, on va pas se mentir, mais quand même, c'est vrai qu'il y a ces supporters-là qui sont très attachés aux joueurs. Vous parliez de Darman, de Maxwell, on a parlé de beaucoup de joueurs, mais on peut parler de Marco Verratti, Marquinhos qui est sur la couverture, qui est un petit détail qui n'en est pas un, qui parle français, aussi bien que vous et moi, enfin presque, et qui est très intégré à la ville, au pays, qui ont embrassé une culture aussi, et ça c'est quelque chose... Ça dit quelque chose de leur volonté aussi d'être avec les supporters et de se lier à cette histoire parisienne. Complètement. Marco Verratti, qui moi était mon chouchou, qui est dans le livre, alors qu'il y a un joueur qui était compliqué parce qu'il pouvait faire l'un des plus beaux gestes du monde, et 5 minutes plus tard se faire exclure pour avoir... Ça veut dire montagne russe et émotion garantie. Mais c'était pareil, il parlait français, il était amoureux de Paris, ses enfants sont nés à Paris, il s'en est toujours félicité, et ça c'est quelque chose... On trouve peut-être ça dans les autres villes, je ne sais pas, dans les autres clubs, mais c'est vrai, impossible. Mais c'est vrai qu'à Paris, il y a certains joueurs, comme vous dites, qui ont touché les supporters beaucoup plus que d'autres. Avec une âme, voilà. Dans les attaquants, c'est évidemment dans cette liste que j'en connaissais le plus, vous vous en doutez, Florian Anselme, Cavani, Dembélé, Messi, Mbappé, Pelé, Ibrahimovic, des vrais titans du foot. Sûr. Si vous deviez retenir un match, une action du PSG, un moment que vous avez dans le cœur pour toujours. Alors, il y a un côté un peu plus personnel, c'est mon premier match au Parc des Princes, j'avais 6 ans, but de Safet Suzic, l'une des grandes époques du Paris Saint-Germain, même si les résultats n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Mais je pense que si je dois vraiment, à l'heure où on se parle, retenir une action, c'est celle de Désiré Doué, qui marque en finale de Ligue des Champions au mois de mai dernier. C'est quoi? C'est les poils, c'est les larmes, c'est tout? J'étais au stade, en plus, parce qu'au Parc des Princes, pour les médias, ils avaient créé, et même pour les supporters qui n'avaient pas pu aller à Munich, ils avaient ouvert le stade pour que ce soit festif et qu'on se retrouve tous autour avec des écrans géants et tout. J'ai vécu ça de l'intérieur à ce moment-là. Et vraiment, j'ai jamais ressenti ça. C'est-à-dire que j'ai cru que le stade allait s'effondrer tellement il tremblait, plus que quand les joueurs sont sur la pelouse, c'était fou. Et Désiré Doué qui marque, je ne sais plus si c'est le 3e ou le 4e but, mais à ce moment-là, on sait qu'on a gagné. C'est-à-dire qu'on sait, on a trop de buts d'avance, le temps passe inexorablement et on va gagner cette Ligue des Champions enfin après 55 ans d'attente.
Et ouais, à ce moment-là, C'est un cocktail d'émotions assez je indescriptible. repense à mon enfance, je repense au moment où on a failli être relégué, je repense même à l'écriture du livre. Il y a toute l'histoire du club qui défile. Toute l'histoire, ouais, c'est qui défile d'un coup. Et ça, voilà, vous disiez Paris est magique au début, à ce moment-là, ça, c'était magique. Voilà. C'est la consécration. Ah, vraiment, c'était incroyable. Et ce beau livre que j'ai la chance d'avoir entre les mains, vous pouvez évidemment l'offrir à Noël. Tous les fans seront absolument ravis et les curieux vont apprendre énormément de choses. C'est signé Florian Anselme et Adrien Pompuy. Merci beaucoup Florian d'être venu nous le présenter sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'est un album magnifique. Et on continue tout de suite avec l'art de vivre. Vous l'avez remarqué, les marchés de Noël ont commencé à fleurir dans la capitale. Ils sont nombreux, ils se remplissent tous les week-ends. Il y a de plus en plus de monde. Nous, on a décidé de faire un focus sur le marché de Noël de Notre-Dame de Paris, qui a quand même une des plus belles vues de la capitale. Et on en parle avec vous, Nina Petit-Algat. Vous êtes présidente de l'association L'Art et la Scène et je vous vois disposer plein de jolies choses devant moi. C'est un exemple de ce qu'on peut trouver au marché de Noël, c'est ça? Absolument. C'est génial. C'est un marché de Noël qui est consacré à l'artisanat d'art français. Donc tout ce que vous trouvez ici C'est est Cocorico. aussi... Voilà, c'est ça. Cocorico à fond. Donc vous défendez nos créateurs, nos artisans, nos Exactement. entreprises françaises. Exactement. Artisans d'art, label fabriqué à Paris, Magnifique. label fabriqué en France. Enfin bref. Là, par exemple, c'est une dame Est-ce qui a qu'on peut le un montrer, atelier s'il vous plaît? qui fait Merci. de l'enluminure. Donc là, Magnifique. c'est une des rosaces de Notre-Dame. Enluminure, tout fait à la main. Magnifique souvenir superbe. aussi de retour de Notre-Dame de Paris dans Tout à nos fait, vies. puisque nous sommes installés juste en face de la cathédrale Notre-Dame. Par ici, par exemple, ça c'est une tasse en porcelaine qui est magnifique. dessinée à la main. Donc on a Elle est très une jeune fine, très femme, légère, très voilà, agréable. qui ne fait que du dessin sur porcelaine D'accord, qu'on peut donc offrir parmi ces cadeaux de Noël. de Noël. Ici, un petit foulard qui fait joli. chouchou, Oh, très travaillé malin. avec des restes des restes de soie. Vous savez, tous les échantillons de soie de la couture, de la haute couture. C'est une Donc, ils super sont idée. récupérés Pas de gâchis. et transformés. Voilà, pas de gâchis, c'est du recyclage. Et c'est unique, puisque C'est j'imagine qu'il n'y en a réutilisé. pas un qui ressemble à Il l'autre. n'y en a pas un et les échantillons sont parfois tout petits, donc il y a différents motifs Génial. et différents morceaux. C'est hyper malin. C'est malin. Et très très doux, très Un agréable. tourneur sur bois qui est là, qui fait plein de belles choses. Ça, c'est un poivrier. Ok. Il a c'est aussi- génial. Il a aussi des saladiers. Ça me fait penser à l'église orthodoxe Oui, de Paris. un petit peu. C'est magnifique. Ouais, ouais. Et puis là, par exemple, ça, c'est un monogramme. Je vais le montrer également. Une petite pochette avec du lavandin Ah, pour que ça sente bon dans nos cultivé armoires. en France, Ça sent bon. bio. Bah oui, du lavandin bio cultivé en France. Magnifique. Et une petite pochette Oh, monogrammée. ma maman s'appelle Marie. Voilà. Ben voilà, Magnifique, pour trop votre mignon. maman qui s'appelle Marie. Pourquoi pas? C'est Et génial. même le vin chaud, on Ah. le boit dans un petit cup réutilisable, bien sûr, Eco-Cup à l'effigie de Notre-Dame de Paris, mais qu'on voit très est bien. dessiné par un artiste. Oh, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment un engagement de ce marché de Noël de Notre-Dame de Paris. Chez vous, il n'y a pas de Made in China, il n'y a rien qui n'est pas fait en France. Il n'y a rien qui n'est pas fait en France. Est-ce que les gens le savent et est-ce qu'ils viennent pour ça? Oui, il commence à le savoir parce que ça fait quelques années qu'il a Que lieu vous êtes maintenant. installé. Donc ça, c'est chouette. On a des gens qui reviennent tous les ans, qui disent « Ah, mais moi, je connais tel exposant, je reviens pour ce qu'il fait. » On a des exposants qui sont souvent, pour 60% les mêmes tous les ans. Il y en a 30% de nouveaux qui arrivent. Mais on a aussi un peu de gastronomie régionale. Racontez-nous. Alors, on a l'Alsace. Oh, c'est un incontournable. Un J'ai incontournable vécu à Noël. une partie de ma vie à Strasbourg et c'est vrai qu'on a quand même parmi les plus beaux marchés de Noël oui. de France. Hein. Incontestablement. Ok, donc la gastronomie alsacienne est mise à l'honneur. Alsacienne, Provence, Oui, Sud-Ouest Pays Basque incontournable également. également. Et puis, on a une pâtissière artisanale. Oui. Et ça, c'est une nouveauté cette année. On a installé un petit salon de thé Oh, c'est génial. avec quelques tables en bois, avec des chaises, la vue sur Notre-Dame. Et là, vous pouvez manger une pâtisserie maison, du carotte cake, du brownie, de la tarte aux pommes, plein de choses. Des Avec la plus belle gaufres. vue de Paris quand même. Avec la hein. plus belle Ça, vue de ça n'a Paris. pas de prix. Est-ce que les touristes se montrent curieux par rapport à notre artisanat? J'imagine qu'entre les marchés de Noël qu'ils peuvent connaître et celui qu'ils découvrent avec ce marché de Noël de Notre-Dame de Paris, ils sont tout de suite émerveillés, embarqués dans une autre aventure et Tout puis une à autre fait. histoire de Noël aussi. Tout à fait. Je pense que ce sont les meilleurs vecteurs pour nous de notre reconnaissance parce qu'ils sont vraiment très, très attentifs à ce que font les artisans français. D'accord. Et ils sont hyper contents de rapporter des souvenirs vraiment faits en France. Et puis, ils dialoguent avec le créateur C'est génial. parce que ce sont les créateurs eux-mêmes qui vendent.
Donc en plus, ils sont présents sur le marché de Noël tous présents pour nous sur leur raconter stand. comment ils ont réalisé tel ou tel Ils objet. racontent leur histoire et surtout, le prix, c'est le prix atelier. Ah, Donc, ça c'est important aussi, puisque c'est c'est hyper vrai, important. j'entends déjà ce que les gens pensent. Ils se Oui, disent, c'est mais trop c'est plus cher. c'est plus cher. Bah, pas tellement, en fait, puisque ce sont les prix ateliers. Donc Et en vous plus, avez c'est un à des vrai prix produit de raisonnables. qualité. C'est génial et je trouve que c'est des très jolies idées de cadeaux et de pensées pour ceux qu'on aime à Noël ou avant les fêtes de Noël, parce qu'il n'y a pas qu'à Noël qu'on peut faire de jolis cadeaux à ceux qu'on aime. Est-ce que du côté des artisans, vous avez dû faire des choix difficiles, en sélectionner certains, en évincer d'autres? Bien sûr. J'imagine que c'était pas Tous les ans, des tous les stands ans. extensibles. Tous les ans, je suis obligée de sélectionner parce qu'en fait, on a 30 espaces, Oui. 30 emplacements, pas plus. C'est en cercle autour d'une petite fontaine dans un joli C'est ce qui fait jardin. aussi son charme. Hein. C'est ce qui fait son À charme. côté de la mythique boutique Shakespeare & Co. Exactement. Voilà, on a l'impression que vous êtes déjà venu. Ben, je connais, je suis passée encore ce week-end, figurez-vous. D'accord, très bien. Donc voilà, écoutez, non, Vous ils sont devez très faire des contents choix. globalement. Comment On est-ce doit que faire des choix. Qu'est-ce qui guide vos choix? La passion, l'envie de faire les choses bien, l'envie de valoriser une production française, la diversité aussi. J'imagine des produits qui sont proposés. On ne peut pas proposer que, je ne sais pas, des artisans qui travaillent le bois. Non, absolument. Donc ça, c'est une première chose, c'est la diversité. Je ne prends qu'un stand de chaque Le style. meilleur, donc. Donc un seul de chaque. D'accord. Donc vous n'aurez jamais 2 tourneurs sur bois ou 2 personnes qui font des foulards en soie ou 2 céramistes qui dessinent sur de la porcelaine. Non, Ok. un de chaque. Donc ça réserve une sorte de diversité qui est quand même essentielle. Et puis la deuxième chose, c'est que les gens travaillent vraiment bien. Enfin, c'est un beau travail. C'est magnifique. Donc tous ceux qui sont labellisés, artisans d'art de France par exemple. Et puis Vous y allez les yeux fermés. Ouais, les yeux fermés. Ouais. Non, mais je vais les voir dans leurs ateliers parce que je vérifie que c'est vraiment fait ici quand même. C'est important Parce pour qu'il y vous. en a parfois qui ont essayé un petit peu de gruger. Voilà. Ouais, donc il faut faire attention à ça. Vous avez raison de rester ultra vigilante. Je pense à tous ces enfants qui réclament depuis 2 mois déjà « je vais aller au marché de Noël, je vais aller au marché de Noël » et qui sont emmenés par leurs parents dans le marché de Noël de Notre-Dame de Paris et à qui on présente cet artisanat. Je trouve que c'est une très belle manière de les éduquer à un Noël... Et l'œil, éduquer leur œil exactement, aux belles choses. à ce qui est beau, à ce qui est fait en France. Vous voyez beaucoup d'enfants, ils posent des questions, On ils voit sont beaucoup. émerveillés, ils sont curieux. Oui, ils sont très curieux. Et ils sont tout à fait émerveillés, ils adorent ça. Et puis en plus, on a le Père Noël qui est là tous les jours. Oui, parce que Donc, lui, c'est un bien indispensable. Est-ce qu'il est aussi. fait en France? Et le Père Noël, il est, oui, absolument. C'est notre Père Noël français. Ça, c'est génial. Vous êtes jusque boutiste. Ouais. Et puis on a un atelier dessin gratuit pour les enfants. D'accord. Donc les parents ou les grands-parents peuvent. On a beaucoup de grands-parents qui viennent avec les petits-enfants le mercredi, tout ça. Ils peuvent passer un petit moment tranquille à dessiner, à écrire une lettre au Père Noël, dessiner une lettre au Père Noël. Voilà. Donc ça aussi, c'est chouette. Est-ce qu'il y a aussi les incontournables un peu du marché de Noël? Est-ce qu'on peut acheter des santons? Est-ce qu'on peut acheter des choses pour décorer son sapin? Est-ce qu'on peut manger les traditionnelles sucreries qui ne sont pas toujours excellentes pour la santé? Mais est-ce qu'on retrouve malgré tout ce côté festif du marché Tout à de Noël? fait. Il y a tout ça. Il y a le vin chaud, il y a du chocolat à la casse, mais artisanal évidemment. C'est encore mieux. Il y a plein de très bonnes choses. Il y a des boules de Noël. Ok. Des guirlandes, des choses, voilà. Oui, on reste tout à On fait dans reste dans le l'esprit thème. du marché de Noël, mais on fait les choses mieux en fait. Et puis au milieu, au centre, autour de la fontaine, on a fait une décoration avec des ours polaires, Trop joli. des cerfs, des rennes. Il y a une petite forêt de sapins. Tout ça est illuminé le soir avec des guirlandes. Non, C'est assez féerique. Ouais, c'est festif et féerique. Qu'est-ce que vous apporte Notre-Dame de Paris? Le fait que cette grande dame veille sur vous? Alors ça nous apporte beaucoup de bonheur, de sérénité, de plaisir, parce qu'on l'observe toute la journée, on la regarde, on l'admire même. On l'admire et puis on va régulièrement faire un petit tour à Notre-Dame. On est monté il y a 3 jours au détour. Courageusement, c'était Tout en dur. haut. C'était un petit peu difficile, mais alors là, on avait une vue plongeante sur le marché de Noël. Vous pouviez vérifier C'était que tout magnifique. était oui, tout bien était en agencé. place. Tout Je était vous bien fais aligné, confiance. tout va bien. Un dernier mot pour ceux qui aimeraient y aller ce week-end? Alors, c'est ouvert tous les jours de 10h à 20h, Oui. le week-end jusqu'à 21h. Et tout le monde est le bienvenu, évidemment. Si vous avez un petit coup de cœur cette année? Un petit coup de cœur pour un exposant? Oui, ou 2 si vous voulez pas. Écoutez, moi j'aime beaucoup Marie-Noël Robert C'est là, qui magnifique. fait ses enluminures. Elle le décline aussi, hein, elle n'a pas que ça. Ça c'est à mettre sous cadre bien sûr, mais elle le décline en produits dérivés un petit peu. Il y a des petits cahiers, des marque-pages, des choses comme ça. Donc, C'est il y a très vraiment- élégant. Il y a vraiment tous les prix. Et puis j'aime beaucoup en effet ce tourneur sur bois qui fait aussi des saladiers, des bols, des pommes avec tout en bois tourné avec des essences différentes d'arbres et
pour faire la queue de la pomme. C'est un vrai petit morceau de bois de pommier, de branche de pommier. Okay, non, c'est vraiment magnifique. mignon. Ouais, c'est très joli. Bon, on est absolument convaincus. Merci beaucoup Nina Petit, Agathe, d'être venue nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. C'était un vrai plaisir et merci de nous avoir montré aussi ce que vendent ces artisans. Je suis sûre que vous serez très nombreux ce week-end et dans la semaine. Vous pouvez y aller aussi après le travail avec vos enfants. Ils seront ravis. Un immense merci. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h dans Bienvenue en Ile-de-France. Excellente soirée sur le Figaro TV.